Aujourd'hui, nous allons parler de la situation économique de l'Afrique. Alors l'exercice est doublement inhabituel. D'abord, peut-on raisonnablement aborder un continent dans son ensemble? Et ensuite, pourrait-on pour une fois sortir des clichés sur ce continent et essayer aujourd'hui de repérer tout ce qui va bien en Afrique? L'ensemble du continent africain connaît depuis 2004 une croissance autour de 5%. Un chiffre élevé, il correspond à une moyenne annuelle calculée en croissance du PIB. Et nos sources sont l'OCDE, le FMI, le PNUD, et ces organismes ont pris 30 pays sur les 53 que compte le continent, car ces pays représentent 86% de la population de l'Afrique et 90% de sa production. Sur la durée, donc, les chiffres sont en 2005 presque 5%, en 2006 5,8%, en 2007 5,5% et 6% en 2008 selon les estimations du FMI. Ce sont là les meilleurs taux de croissance depuis le milieu des années 90. Alors comment expliquer ces taux de croissance élevés? Nous avons repéré 4 facteurs. Le premier facteur, c'est l'augmentation mondiale de la demande en pétrole et en gaz et le triplement des cours depuis 2003. Et de fait, on voit bien que l'essentiel des investissements en Afrique va au secteur de l'énergie. Le Nigeria est le premier producteur, suivi par l'Algérie, la Libye, l'Angola, l'Égypte, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et le Gabon. Le Soudan et le Tchad sont de nouveaux exportateurs d'hydrocarbures. Ils sont très sollicités par la Chine et les États-Unis. En Mauritanie, la production a démarré en 2006. À Sao Tomé, le pétrole découvert en 2003 devrait être exploité à partir de 2008. Et ce graphique nous montre la part de l'Afrique dans la progression des réserves mondiales prouvées entre 1985 et 2005. Aujourd'hui, l'Afrique représente 10% des réserves mondiales de pétrole et 8% des réserves de gaz. Alors, une telle configuration pour certains pays génère des situations acquises, c'est-à-dire des économies fondées sur la rente, qui est un phénomène important en Afrique et au Moyen-Orient. Elle représente à la fois un avantage pour le budget de l'État et un inconvénient car elle freine la diversification de l'économie du pays et empêche quasiment le renouvellement du personnel politique. La rente pétrolière ne favorise pas les mécanismes démocratiques. Autre constat que l'on peut faire, les États africains font un usage variable des recettes liées à l'augmentation des prix du baril. Par exemple, le Tchad s'enrichit rapidement et achète des armes, entre autres, alors que l'Algérie et le Nigeria ont en profité pour rembourser la quasi-totalité de leurs dettes en 2006. Alors, est-ce que c'est l'amorce d'un cercle vertueux sur le continent? En tout cas, prenons maintenant d'autres exemples, car le pétrole n'explique pas tout. Regardons les ressources minières et la production agricole. Un pays comme la Tanzanie a un taux de croissance de plus de 6% en 2007. Ce taux se maintient depuis plusieurs années grâce au tourisme et au secteur minier. Le pays est le 3e producteur d'or sur le continent, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Et la Tanzanie a profité, elle aussi, de l'augmentation des cours de l'or pour organiser le remboursement de sa dette publique auprès du Club de Paris. Autre exemple, en Afrique australe, le Botswana. Taux de croissance de 5% en 2007. Le pays est le premier producteur au monde de diamants-gemmes, c'est-à-dire destinés à la joaillerie. Et si on analyse de près le budget de cet État, on voit que les enfants sont scolarisés gratuitement tout au long de l'école primaire et que le secondaire est financé à 95% par le gouvernement. Dans l'ensemble, il est vrai que l'Afrique reste un continent rentier. Cet afflux des investissements reste lié au pétrole et au secteur minier, avec une croissance asiatique qui tire la demande. Mais si maintenant on prend d'autres critères, on a d'autres résultats. L'Éthiopie est souvent citée en exemple dans les annuaires économiques, avec son taux de croissance autour de 6% en 2007. Alors c'est étonnant pour un pays au cœur des tensions de la Corne de l'Afrique, frappé par des pluies diluviennes en 2006, mais qui sait profiter de la demande mondiale en café. L'Éthiopie est le 5e exportateur mondial de café. On a aussi l'île Maurice, ou bien sûr l'Afrique du Sud, qui sont tout à fait dans les circuits de la mondialisation. Leurs économies sont diversifiées, avec industrie pharmaceutique, secteur de l'agroalimentaire, un important secteur du tourisme, et leurs taux de croissance sont autour de 3,5% pour Maurice et 5% pour l'Afrique du Sud en 2006.
D'autres facteurs macroéconomiques jouent aussi. Le continent commence à ressentir les effets de l'annulation des dettes publiques, dont la décision fut prise en 2005 lors du sommet du G8 de Gleneagle pour 14 pays africains. Il faut aussi évoquer des montants importants mais toujours délicats à évaluer. L'argent que les migrants vivant en Europe ou aux États-Unis renvoient dans leur pays d'origine, ou encore le commerce informel, c'est-à-dire non soumis à l'impôt ou aux taxes, donc n'entrant pas dans les statistiques nationales des États. Or, il représenterait une part importante des PIB, qui sont très variables évidemment selon les pays, entre 10 et 40% selon le rapport de l'Organisation internationale du travail. Alors on le sait, l'une des faiblesses chroniques du continent africain réside dans l'insuffisance des infrastructures. Eh bien, on constate parfois des sauts technologiques, comme celui du développement exponentiel du téléphone portable. Regardez cette carte du continent. Elle exprime le taux d'équipement en mobile en 2006, et plus les pays sont enfoncés, plus ils sont équipés. On a une croissance de 39% par an depuis 2000, de 50% pour la seule année 2006. On a maintenant en moyenne 15 abonnements au mobile pour 100 personnes et 6 lignes fixes pour 100 personnes. À la fin de l'année 2006, on estimait que 175 millions d'Africains étaient abonnés au téléphone portable. Et d'ailleurs, des opérateurs de téléphonie comme MTN, qui est sud-africain, Vodacom, Orange, ou bien des équipementiers européens comme Nokia ou le chinois Huawei ont très bien compris leur propre intérêt. Et ils ne sont pas de ceux qui pensent que l'Afrique n'est pas dans la mondialisation. Sur les 10 ou 20 ans qui viennent, le continent va se transformer. Prenons le secteur des villes, donc celui du bâtiment. En 2007, l'Afrique a une population estimée à 960 millions d'habitants. Dans 20 ans, en 2025, elle sera de 1,4 milliard d'habitants, soit un petit peu plus que le niveau actuel de la Chine. Aujourd'hui, 40% de la population africaine vit en ville et ils seront près de 60% en 2025. Alors ces chiffres nombreux permettent tout de même de mesurer ce que cela suppose en construction de bâtiments, en équipement public, en traitement des déchets. D'autant qu'il y a une deuxième réalité, c'est que l'Afrique de demain sera jeune. Changeons d'échelle pour rapprocher le continent africain de l'Europe. En Europe, les jeunes de moins de 25 ans forment 30% de la population et en Afrique, ils forment 65% de la population. Donc avec cette population très jeune, le ratio entre actifs et inactifs sera bien plus favorable dans cette partie du monde qu'en Europe ou au Japon. Ce qui entraîne du chômage, bien sûr, mais aussi du dynamisme économique et des flux migratoires. Il y aura des migrations internes, avec rééquilibrage probable entre les zones surpeuplées comme Lagos ou le Caire et les zones peu densément peuplées, ou encore entre le continent et les États-Unis, le Canada, mais aussi l'Europe, ce qui représente pour celle-ci une opportunité vu la faiblesse de sa démographie. Voilà donc une brève synthèse de la situation actuelle et future de cette Afrique qui va bien. Et l'air de rien, tout de même, cela dresse un tableau des secteurs où il va falloir investir sur ce continent, sans même parler des routes, des ports ou des hôpitaux. Je crois qu'il faut bien mesurer les conséquences de ces transformations sur les plans migratoires, sur le plan économique, et si nous, Européens, allons ignorer ces transformations ou en tirer parti, ou nous en protéger au contraire. Alors les choses ne sont pas gagnées, elles ne sont pas simples, mais vous voyez tout de même, je viens de passer 10 minutes à parler du continent africain, sans parler de sécheresse, de famine, de criquets, de conflits, de corruption, ni même évidemment des séquelles de la colonisation. Alors préparons-nous à la métamorphose de l'Afrique.